dans la discussion générale. Le premier est Monsieur Pascal Popelin. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure, mes chers collègues. À l'abri du tumulte et des excès du débat public qui s'exprime parfois de manière insoutenable dans l'hémicycle ou devant les caméras, la tradition veut que notre commission aborde l'ordre du jour qui lui est soumis dans un esprit d'écoute, de respect et de rigueur intellectuelle. Je veux donc en premier lieu vous assurer ici, Madame la rapporteure, que c'est commandé par ces trois exigences qui font la force et la qualité de nos travaux que le groupe socialiste, écologiste et républicain a souhaité considérer le contenu de la proposition de loi dont vous êtes l'auteur, avec quelques-uns de vos collègues du groupe Les Républicains, et qui, peut-être l'avez-vous dit, s'inscrit dans la continuité de la précédente, mais a au moins le mérite de ne pas être du recyclage de sujets que nous avons déjà abordés à de multiples reprises et sur lesquels l'Assemblée s'était déjà prononcée. Il est dans cette enceinte des différences d'approche et d'appréciation qui ne nous permettront jamais de nous accorder sur certains sujets, mais il est aussi des points d'analyse sur lesquels il nous est possible de converger et qui nous incitent à œuvrer à la recherche d'utiles consensus, en particulier lorsque nous sommes appelés à légiférer sur la protection de nos compatriotes et des intérêts supérieurs de notre nation. Je souhaite donc commencer ici par les éléments de votre texte qui sont de nature à nous rassembler. Nous partageons d'abord le diagnostic que vous dressez, s'agissant du rôle tristement significatif des prêcheurs de haine en matière d'endoctrinement vers une idéologie qui érige les pires abjections en méthode et incite au passage à l'acte. L'exposé des motifs du texte que nous examinons rappelle à juste titre, je cite, que le terrorisme prospère souvent sur un terreau de radicalité politico-religieuse. Personne ne songerait sérieusement ici à nier la pertinence de cette analyse, même si les causes multiples du passage au terrorisme ne peuvent pas non plus être réduites à ce seul aspect. Nous adhérons également tous, de manière unanime, je crois, à l'objectif consistant à mieux lutter contre toutes les formes de discours qui portent les germes d'une atteinte grave à l'ordre public, dans le respect, et je vous y sais très attaché, des libertés fondamentales. Nous sommes tous amenés, par le même souci d'œuvrer, par le même souci d'œuvrer au renforcement de la sécurité des Françaises et des Français, dans un climat qui les inquiète à juste titre, dans une douleur encore vive, la douleur d'une nation attaquée à plusieurs reprises en son cœur au cours des mois écoulés. Nous souhaiterions enfin tous disposer de toutes les clés permettant d'éradiquer totalement et immédiatement la menace terroriste qui pèse sur notre pays. Et nous sommes tous aussi conscients, même s'il arrive parfois à certains de prétendre le contraire lorsqu'un micro se tend, qu'il n'existe aucune solution miracle de nature à prémunir intégralement la société, notre société, de la folie des hommes. Le gouvernement et la majorité ont pris pleinement la mesure de cette réalité, qui nous a d'ailleurs conduit à agir très tôt en conséquence. J'en veux pour preuve les lois du 20 décembre 2012 et du 13 novembre 2014, qui ont créé notamment le délit d'entreprise terroriste individuelle, instauré l'interdiction administrative de sortie de territoire, la possibilité, on en a parlé tout à l'heure, de blocage des sites faisant l'apologie du terrorisme. Nous avons aussi voté la loi du 24 juillet 2015 qui donne des moyens accrus à nos services de renseignement dans un cadre juridique tout à la fois bien encadré et mieux contrôlé. Je ne détaille pas enfin, puisqu'ils sont très récents dans notre mémoire, et nous y sommes revenus, puisque c'est des débats que nous avons eus il y a peu, sur les deux textes dont j'ai eu l'honneur d'être le rapporteur, la loi du 3 juin 2016, renforçant encore les moyens de lutter contre le crime organisé, le terrorisme et son financement, à laquelle nous avons ajouté, notamment à l'initiative de l'opposition et du Sénat, des dispositions de droit commun adoptées lors de la nouvelle loi de prorogation de l'état d'urgence du 21 juillet dernier. Vous nous proposez, Madame la rapporteure, d'ajouter un élément de législation supplémentaire à une législation qui est déjà bien fournie, en créant dans le code pénal une nouvelle infraction sanctionnant la prédiction subversive. Face à ce que vous concevez comme un enrichissement du droit, une seule question convient d'être posée. Existe-t-il véritablement dans notre législation, vous l'avez indiqué, je pense qu'on peut démontrer le contraire, des angles morts ou des insuffisances qui empêcheraient nos forces de l'ordre et notre justice de stopper les velléités destructrices de ces artisans de la radicalisation que sont les prédicateurs subversifs.
La rigueur intellectuelle et juridique, qui nous est chère ici, commande d'admettre que les dérives que vous proposez de réprimer au moyen de ce texte sont d'ores et déjà appréhendées par plusieurs qualifications pénales. Je pense en particulier, mais vous le citez dans votre rapport, à la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, qui sanctionne la provocation à la haine ou la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion. Je pense à la loi du 13 novembre 2014 que nous avons tous voté, presque tous, et qui a transféré, pour le rendre plus opérationnel dans le contexte auquel nous sommes confrontés, le délit d'apologie du terrorisme, inscrit dans la loi de 1881, vers le code pénal. Je souhaite aussi évoquer, il en est fait également mention dans le rapport en page 5, l'article 35 de la loi du 9 décembre 1905, dont je tiens à faire lecture pour celles et ceux qui observent nos débats et qui parfois ont l'impression que nous sommes dépourvus de tout moyen de droit. Que dit cet article? Si un discours prononcé, 1905, ou écrit, affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, donc c'est vaste, ou s'il tente à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans. Ces 3 lois offrent en l'état les outils suffisants pour sanctionner les discours de haine tenus dans un lieu de culte, dès lors que ceux-ci sont susceptibles de porter atteinte à l'ordre public. Encore faut-il que le ministère public les emploie, me direz-vous. À ce propos, quelques statistiques ne sont pas inutiles pour mesurer les évolutions récentes. En 2014, le nombre de poursuites intentées au titre de l'apologie au terrorisme a été de 6. Cela peut sembler insignifiant, mais si on veut bien considérer que cette infraction a été intégrée dans le code pénal par la loi promulguée le 13 novembre de cette même année, cela démontre au moins que l'appareil judiciaire s'est immédiatement saisi de cette nouvelle possibilité. En 2015, le nombre de poursuites s'est élevé à 385. Et pour le seul premier trimestre 2016, on n'a pas les statistiques encore, il y en a eu 219. Notre arsenal légal, tel qu'il a évolué depuis plus d'un siècle, est donc fourni, tout en demeurant garant d'un certain nombre de principes fondamentaux consacrés par notre Constitution. C'est là malheureusement l'une des failles de votre proposition de loi, qui pose une réelle difficulté au regard de l'exigence de précision de la loi pénale et du respect de la liberté d'expression et de conscience. La définition que donne votre texte de la notion de prédication subversive, là je parle du texte qui nous était soumis, est en effet très large et imprécise, certainement trop pour caractériser dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels une incrimination pénale. Au-delà, en tout cas, de l'objectif que vous visez légitimement. En définitive, tout ce qui est imprécis affaiblit le droit existant, en particulier lorsque le droit existant a le mérite d'être précis. Alors vous l'avez d'ailleurs, vous en avez pris conscience, puisque vous nous proposez un amendement significatif à votre texte, c'est le CL 18, sans avoir réussi à trouver, de mon point de vue, une écriture satisfaisante. Et je ne vous en fais pas le reproche, parce que très honnêtement, nous-mêmes avons cherché, et nous ne l'avons pas trouvé. De la même manière, le principe de répression des manifestations ou des discours prônant la supériorité des lois religieuses sur les lois de la République, comme l'énonce votre version initiale, est tellement extensif qu'il constitue une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression que nous estimons contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation et à nos engagements internationaux. Vous avez cité tout à l'heure des exemples parlants qui doivent frapper l'opinion. Je vais vous en donner un à mon tour. Certaines diatribes proposées dans certains lieux le dimanche, contre l'interruption volontaire de grossesse, par exemple, pourraient tomber sous le coup des dispositions que vous proposez. À titre personnel, je pourrais m'en satisfaire, mais je ne pense pas que la liberté d'opinion y trouve son compte. Certains ont exprimé leur absence d'embarras à s'affranchir de la loi fondamentale. Peu importe l'efficacité de l'entorse, peu importe les dommages collatéraux, pourquoi faudrait-il s'encombrer de l'héritage de plus de 200 ans de construction démocratique si l'on peut démontrer à l'opinion, en tout cas si on peut lui donner l'illusion, qu'on règle un problème auquel il tient, alors qu'en fait on ne règle rien du tout. Je sais, Madame la rapporteure, que vous n'êtes pas de cela. Mais nous estimons pour notre part que les législateurs commettraient une grave erreur
en bradant de la sorte les valeurs qui fondent notre capacité à vivre ensemble, notamment parce que cela ne ferait que répondre à l'ambition de nos agresseurs. Ils veulent nous diviser, réduire le champ de nos libertés. Ne leur apportons pas cette victoire-là. Renforcer l'efficacité de nos dispositifs légaux, mais tout en restant dans le respect des droits et des libertés individuelles, c'est au contraire un acte de résistance. Telle est la raison pour laquelle, malgré toute l'attention que nous portons à l'intention, le travail que nous avons fait pour essayer de voir comment nous pouvions l'amender, sans parvenir à trouver des solutions de droit satisfaisantes, nous ne pouvons adopter en l'état un texte qui demeure, malgré vos amendements, très contestable sur le plan constitutionnel et dont l'objectif est de toute façon déjà satisfait par le droit existant, dont je ne doute pas que chacun, surtout dans les circonstances que nous vivons, aura à cœur d'amplifier son application avec toute la rigueur requise. Alors n'ayant pas, à ce jour, je vous le dis, ce n'est pas faute d'avoir œuvré, trouvé de rédactions alternatives qui puissent améliorer de manière concrètement utile et satisfaisante du point de vue des principes un droit qui offre déjà tous les outils nécessaires. Je me verrai donc contraint, au nom du groupe socialiste, écologiste et républicain, de proposer, après le débat, des amendements de suppression des articles de cette proposition de loi. Merci, Monsieur Poplin.